comment expliquer, avec les concepts de l'économie néolibérale et du management néolibéral à l'américaine, comment expliquer que l'Allemagne soit le moteur de l'Europe en ayant absorbé 1 million de réfugiés? Comment? Si la France avait absorbé 200 000 réfugiés, la France serait en faillite. Alors comment ils font les Allemands? Eh bien, ce qu'ils font, c'est de l'anti-économie management par rapport à ce qu'on appelle l'économie management néolibérale. C'est-à-dire que Donc, l'entreprise… si je vous ai bien suivi, c'est un peu si on revient un peu à l'histoire du développement des différents courants d'économie politique, je dirais que le système allemand qui a été beaucoup marqué par Friedrich List, par exemple, dans le Friedrich List, Oui, le sentiment de puissance, oui. oui, Oui, mais qui était aussi dans le sens où l'économie devait quand même protéger les peuples et avoir en même temps une politique sociale, c'est-à-dire le oui. développement pour la paix, le développement pour l'humain. Mais absolument, mais absolument. Alors, j'expliquerai plus tard. Mhm. Plus tard, je ferai un ou deux ou trois webinaires parce que c'est long. Hein. Alors, je préfère avertir tout de suite les auditeurs. Comme je tiens un discours que j'ai construit petit à petit depuis 30 ans, c'est pas d'hier, là, ça fait 30 ans, 40 ans que je construis ce discours. Je suis en train d'écrire un livre qui parle de ça, de ce que je suis en train de dire. Mhm. Et ce livre s'intitule Notre planète marche sur sa tête depuis 2 siècles. C'est-à-dire que ça fait 2 siècles que nous marchons à l'envers, depuis la révolution industrielle. Mhm. Et justement aujourd'hui, si on a le temps, je vais commencer à expliquer un peu la révolution industrielle, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça a donné, où est-ce qu'on va. Mais vous avez parfaitement raison. L'Allemagne, la Scandinavie, le Japon, etc., sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire les 10 meilleurs pays au monde tout le temps, dans tous les classements, social, économique, éducation, santé, écologie, qualité de vie, tout le temps les meilleurs. Maintenant, ils sont en train d'être rejoints par Cuba. Bon, c'est quand même incroyable. Alors, bon, mais Cuba, il n'y a pas de Bill Gates. Il n'y a pas de super millions de milliardaires. En Allemagne non plus. En Scandinavie non plus. Parce que tout ça est partagé. Tout ça est équilibré. Mais là, il faudra laisser le temps, comme le dit le grand Noam Chomsky. Alors, je le signale à vous et à vos auditeurs que j'ai fait un documentaire avec Noam Chomsky qui s'intitule L'encerclement, qui a eu, paraît-il, beaucoup de succès en Russie et qui a été primé au Japon, en Allemagne, tout ça. Mais en France, le Canard enchaîné et le Monde en ont parlé, en termes très élogieux, et même de ma petite personne. Mais Canada, États-Unis, Angleterre, personne n'a même jamais su que ce documentaire existait. Personne. Parce qu'il dit trop de vérité. Et nous sommes une douzaine du calibre de Noam Chomsky. Bon, je ne dis pas que je suis du calibre, mais en tout cas de les autres, du calibre de Noam Chomsky, qui explique pourquoi ce monde ne va pas. Ça s'appelle L'encerclement. Vous pouvez trouver, en cherchant avec ce titre sur Google, des parties où le film au complet, il dure 2 heures. Il est assez long, mais ça vaut la peine. Bon, donc, alors pour continuer mon introduction, là, il faut comprendre aussi que euh, ce que nous savons, ce que nous croyons savoir sur ce monde aujourd'hui, en termes d'économie, de gestion, de géopolitique, etc., c'est 95% de mensonges. Les livres d'économie néolibéraux, 95% mensonges. Les livres sur l'histoire de la révolution industrielle, 99% mensonges. Les livres de management, 99,9% mensonges. Et détournement et déformation de tous ceux qui ont écrit avant la révolution industrielle ou avant la théorie néolibérale ou la théorie du management. Et ça, je vais en faire la Ce n'est démonstration. pas très diplomatique de le dire. Mais je suis radical et j'ai les preuves. Elles sont écrites, elles sont déjà dans les livres que vous avez photographiés, que vous avez mis dans votre site. Il y a toute une série de preuves et de références et tout ça sur ce que j'avance. Mais c'est surtout dans 2 autres livres qui malheureusement sont épuisés, qui vont réapparaître bientôt, où je décortique tout ça sur l'économie, sur la gestion, théorie par théorie, concept par concept, etc. Bon, c'est rude, mais dura lex, sed lex, hein, comme on dit en latin. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, c'est comme ça, et je vais en faire la démonstration. Bon, donc, par exemple, pour la révolution industrielle, sur laquelle je vais commencer maintenant, on a complètement déformé ce qui s'est passé réellement et ce qui a réellement créé la révolution industrielle. C'est archi faux, de long en large.
Et les personnes qui veulent, je vais vous citer un seul livre, un seul, pour ne pas submerger les gens. Il est assez gros, mais il se lit assez bien, il se lit pratiquement comme un roman. Ça s'appelle La Révolution industrielle au XVIIIe siècle, et c'est écrit par un certain Montoux, M-O-N-T-H-O-U-X. Montoux. Bon. J'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Montoux, il n'y en a qu'un seul, M-O-N-T-H-O-U-X. C'est l'un des rares livres qui disent vraiment ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Alors, ce que je voudrais dire pour l'instant, c'est aussi juste une mise en perspective de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, le PIB, la dette mondiale, a dépassé le 100% du PIB mondial. Alors ça a une implication énorme. La première implication, c'est qu'il faudrait d'abord réduire cette dette à 0% du PIB pour pouvoir parler de relance. On ne peut pas parler de relance tant qu'on a une dette mondiale qui est le double du PIB mondial. Tu relances avec quoi? C'est comme si moi, je vous demandais de me prêter 10 000 dollars et je vous dis, bon, je garde ce 10 000 dollars, tu me donnes encore 1 000 dollars et tu te rembourses. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas vous demander de me donner 1 000 dollars pour vous rembourser 1 000 dollars de 2 000 dollars que vous m'avez prêté. C'est la même chose avec la Terre. Elle nous a prêté 100% du PIB et on prétend qu'on va faire une relance en lui demandant une partie de cette dette qu'on va lui redonner. C'est un raisonnement de malade. Alors, le déficit commercial mondial, il est de 10 000 milliards de dollars, connu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce déficit de 10 000 milliards du commerce mondial, quand on sait que sur 100 dollars du commerce mondial, Oui. il n'y a que 300 dollars qui vont aux pays du tiers-monde. 97 dollars du commerce mondial sur 100 s'échangent entre États-Unis, Angleterre, France, Canada, Europe. C'est tout. 3 dollars vont à l'Afrique, à l'Asie, à l'Inde, à l'Océanie et à l'Afrique, à l'Amérique latine. 3 dollars. Alors si on a 10 000 milliards de dollars de déficit, ça veut dire qu'il faut multiplier ce 10 000 milliards de dollars de déficit par 97 dollars qui nous manquent déjà pour arriver à ce que le commerce mondial tende un tout petit peu vers l'équilibre. Alors, je vais l'expliquer autrement. Si on veut que ce déficit de 10 000 milliards de dollars ne pèse pas, n'handicape pas la relance du sans le commerce mondial, il n'y a pas de relance. S'il y a relance, il faut relance du commerce aussi. Donc ce déficit commercial, il se fait à 97 dollars sur 100 sur le dos des pays du tiers-monde. Si on veut résorber ce déficit et relancer vraiment le commerce, il faut commencer par rembourser au tiers-monde 97% de ce 10 000 milliards de dollars. Quand vous dites que c'est 97% de déficit, 10 000 milliards de déficit du commerce mondial, oui. Oui, et que ces 97% qui est échangé dans les pays riches, c'est en fait parce qu'il a été pompé des pays pauvres, c'est ça? Mais bien sûr, mais depuis tout le temps. Ce 97% là que je vous dis, c'est connu depuis les années 80. C'est un rapport Oxfam de 1984, si j'ai bonne mémoire, qui avait publié ces chiffres-là en 1984. En 1984, déjà, sur 100 dollars de commerce mondial, il n'y a que 3 dollars qui vont aux pays du tiers-monde. Et actuellement, par rapport, par exemple, à la Chine, le commerce avec la Chine, le commerce avec les pays d'Asie du Sud-Est. Non, ça n'a malheureusement pas changé, parce que la seule chose que ça a changé, c'est que ce que la Chine, la Russie, par exemple, l'Inde, plus ou moins, ont gagné, la Malaisie, par exemple, qui est aujourd'hui classée parmi les pays développés, bon, tout ce qu'ils ont gagné, ces pays-là, c'est resté dans leur marché intérieur. Aujourd'hui, par habitant, la Chine est encore l'un des pays les plus pauvres du monde, par habitant. Par habitant. Oui, chaque Chinois, il a un revenu équivalent à un habitant du Botswana ou du Malawi, par habitant. Donc, tous ces milliards que la croissance chinoise a fait, eh bien, c'est resté dans le marché intérieur chinois. Sinon, la Chine ne serait pas ce qu'elle est. Elle n'aurait pas Shanghai, elle n'aurait pas ce qu'elle a. Elle n'aura pas les TGV, les avions, la station spatiale, tout ce qui s'ensuit. C'est pas parti au tiers-monde. C'est bien. C'est bien si bien sûr que c'est bien. Bien sûr. Oui.
c'est bien pour la Chine. Mais il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien ne se crée, tout se transforme. Donc la Chine ne peut continuer à faire ça que si l'Afrique continue à s'appauvrir. Parce que la Chine ne crée pas le yuan. Ce yuan, il vient de la machine à laver qu'ils ont vendue au Bénin. Mhm. Il ne vient pas de la planète Mars. Bon, donc voilà. Alors, vous voyez un peu tous les problèmes qu'on a à résoudre déjà. La dette mondiale, le déficit commercial mondial, avant de parler de relance. C'est comme si vous aviez un père de famille qui a 5 ou 6 enfants, il n'a plus de maison, il n'a plus de matelas, il n'a plus de tapis, il n'a plus de casserole, il n'a plus rien. Il dit à ses enfants, asseyez-vous, on va s'installer dans un palais. Il est où ce palais? Reconstruis d'abord ta maison. Après, tu feras un palais. Mhm. Bon, alors voilà. Donc, la Covid, connu 4 millions de morts. Connu. D'après l'OMS, les chiffres sont sous-estimés d'un facteur qui varie entre 5 à 20. C'est-à-dire que ce 4 millions, il faut le multiplier au minimum par 5 et peut-être par 20. Mhm. Alors, multiplier par 20, ça veut dire 80 millions. 80 millions de morts sur la planète, c'est 10 fois 10 millions de plus que les 2 guerres mondiales. C'est un peu difficile d'affirmer que c'est 80 millions, parce que s'il y a eu vraiment 80 millions, On ne sait pas. on ne On sait ne sait pas. pas. D'accord. On ne sait pas. D'après l'OMS, 90% des pays de la planète n'ont pas de capacité de mesure ni des cas, ni des infections, ni de la gravité, ni des hospitalisations, ni des décès. Regardez l'Inde. En Inde, l'Inde est à 90-95% rurale. Tous les gens qui meurent dans tous les villages retirés de l'Inde et qui sont brûlés le lendemain, qui le sait? Qui? Et en Inde, il y a 5 milliards de personnes. En Inde, il y a combien? Il y a... 1 milliard, 800 millions. Pardon, Pas pardon. 5 milliards, là. Non, non, excusez-moi. C'est Oui, moins, oui, bien moins sûr. d'un milliard. Moins d'un milliard. Voilà, voilà, je voulais dire 500 millions de moins d'un milliard. Non, je pensais à 500 millions et puis oui, voilà. Donc c'est pratiquement comme la Chine. Bon, alors qu'est-ce que c'est 80 millions sur près d'un milliard, pratiquement. Bon. Alors si on va au Pakistan, on va en Chine, etc., tous ces pays surpeuplés, l'Indonésie, on ne sait pas. L'OMS, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Mhm. Ces chiffres sont sous-estimés et certains disent qu'il faudrait peut-être multiplier par 5, peut-être jusqu'à 20. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, D'accord. alors, donc, en plus, rapport de la Banque mondiale que j'ai lu hier, là, c'est la pire récession qu'a connue la planète depuis 1945. On est dans un état de la planète pire que juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est grave. En 1945, l'Algérie, il n'y avait pas 2 hôpitaux. Le Botswana, il n'y avait pas un sanitaire. Alors si on est pire qu'en 45, ça veut dire qu'on est dans un état de la planète tel que il y a on ne sait combien de gens sur cette planète qui vivent sans accès à l'eau potable, sans accès aux sanitaires, sans accès à l'hygiène, sans accès aux soins, sans accès, etc., etc. Autant qu'en 1945. Comment on va relancer ça? En augmentant les millions de dollars à la bourse de New York? C'est ça la relance? Alors donc, je voudrais aussi rappeler à vous ce que disait Noam Chomsky, enfin, autant, j'ai commencé mais je n'ai pas terminé, c'est que quand on parle comme moi, ou comme lui, en termes qui vont contre ce que tout le monde pense dans sa tête. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde dans le monde pense néolibéral. Marché, compétitivité, patron, patronat, enrichissement, bourse, finance, hein, tout le monde pense ça. Mhm. Alors quand vous avez un discours qui va contre la pensée dominante, les gens vous comprennent moins parce qu'ils ne sont pas armés pour ça. Alors si les gens vous comprennent moins, et pour faire en sorte qu'ils vous comprennent, il faut leur parler plus.
il faut expliquer plus. Donc Noam Chomsky dit, pour des gens comme nous, quand on donne la parole à un économiste néolibéral dans une chaîne de télévision, quand on lui donne 5 minutes, pour des gens comme nous, il faut donner 50 minutes. C'est-à-dire pour déconstruire ce que... Bien sûr, mais bien sûr, parce que quand je parle comme un économiste néolibéral, je dis le marché est en expansion, la relance va revenir, le FMI prévoit 3%, 4% de relance aux États-Unis, etc. L'OMC prévoit 3, 4, 5% de relance du commerce, et avec l'introduction des investissements directs étrangers, voilà le développement. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend ce que je dis. Mais quand je dis ce qu'on vous raconte sur l'économie management, ça ne peut pas se séparer, ça personne ne comprend. Il faut que j'explique. Et ça prend du temps. Donc, s'il vous plaît, admettez que ça prenne du temps et prenez le temps de m'écouter avant de dire ah mais ce qu'il dit ça va pas parce que je comprends pas. Non, prenez le temps de comprendre parce qu'évidemment c'est pas ce qu'on vous a appris à comprendre. C'est pas de votre faute. C'est comme avec mes étudiants. Alors, pour donner à mes étudiants, après chaque année, 45 heures, un cours complet de 3 crédits, à la fin, ils me disent monsieur, c'est juste maintenant qu'on commence à comprendre. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous un deuxième cours. Parce qu'il nous faut un deuxième ou un troisième cours pour comprendre. Là, on commence à peine à voir où vous voulez aller. Bon, alors donc, s'il vous plaît, soyez patient. Bon, alors, je ne vais pas trop insister sur la boule de cristal. Alors, je vois encore aussi tous les jours, aujourd'hui encore, je ne sais plus dans quel jour, nous on a annoncé, les États-Unis 5% de relance, plein emploi, l'Europe 3%, la France 4%. Alors, la boule de cristal, là, elle fonctionne, elle va fonctionner encore plus que jamais. Hein. Alors, donc, mais je crois que pour aujourd'hui, on va faire que l'introduction parce qu'on est déjà pratiquement à 40 minutes. Donc, ce sur quoi je vais insister dans ce cours d'anti-économie management. Et je précise à chaque fois, il faut bien comprendre, économie management à l'américaine. Il faut que les gens comprennent ça comme il faut. Mais en tout cas, quand vous dites ça, M. Aktouf, c'est-à-dire que vous pointez la façon de faire qui est dominante pratiquement dans le monde entier. Sauf la Russie, la Chine, l'Allemagne, la Scandinavie, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud. Aucun de ces pays n'applique la pensée d'économie-gestion américaine. Aucun. Quand vous dites le Japon, il est quand même endetté presque à 250% du PIB. Mais bien sûr, mais tous les pays, écoutez, tous les pays qui vous disent qu'ils ne sont pas endettés, c'est de la blague. Tous les pays sont endettés. Même l'Allemagne a de la dette. La dette n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est ce qu'on fait avec la dette. Vous êtes père de famille, vous empruntez à la banque, je ne sais pas moi, près de chez vous, à Moscou, 10 000 dollars pour refaire votre appartement, un frigo, ceci, cela. Ben, cette dette est très bien utilisée, il n'y a pas de problème. Et puis un jour, vous la rembourserez. C'est pas, la dette en soi n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est ce qu'on fait avec. Or, ce qu'on fait avec la dette aux États-Unis, c'est enrichir les riches en ne leur faisant pas payer d'impôts. Voilà ce qu'on fait avec la dette. Ça, c'est pas bon. Ce qu'on fait avec la dette en France, c'est que le CAC 40 ne paye que 8% d'impôts. La femme de ménage de M. Pinault paye plus d'impôts que son patron. Ça, c'est pas normal. C'est une mauvaise dette. Mais au Japon, la dette est utilisée pour améliorer la vie des Japonais. Il n'y a pas de problème. Où est le problème? Un jour, ils la rembourseront, cette dette. Et puis c'est tout. Mais ce qu'il faut voir, c'est la qualité de vie des Japonais, qui ont la plus longue durée de vie du monde. Alors on me sort toujours, les Japonais se suicident, les Allemands se saoulent, les Scandinaves, c'est des alcooliques. Et ça, mais je dis d'accord. Laissez les Allemands se saouler, laissez-les être des nazis, laissez les Japonais se suicider, ils adorent se suicider. Moi, je connais des Japonais, ils me disent, je me lève le matin, je me dis, quand est-ce que je vais me suicider? Ils adorent se suicider. Les Suédois, ils adorent être alcooliques. Mais ce que je vous demande à vous, faites d'aussi bonne société que les Suédois, sans vous saouler. Faites d'aussi bonnes écoles que les Suédois, sans être alcoolique. Faites d'aussi bonnes voitures que la Finlande. Faites d'aussi bonnes voitures que les Japonais, sans vous suicider. Moi, je ne vous demande pas de vous suicider. Je vous demande de faire des bonnes voitures. Qui vous parle de suicide?
Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'argument de non-sens. Quand quelqu'un ne veut pas écouter ce que vous dites, il vous sort un argument de non-sens. Je ne veux pas savoir que les Japonais font mieux que moi, ils se suicident. Voilà. Allez, le reste, je ne veux pas savoir. Eh bien, si tu ne veux pas savoir, il ne faut pas t'étonner qu'aujourd'hui, les plus grands exportateurs de voitures made in USA, c'est Honda et Toyota. Je dis bien made in USA, pas made in Japan, in USA. Parce qu'ils ont passé 25 ans à se dire, ils se suicident, ils sont ceci, ils sont jaunes, ils sont petits, ils sont là, ils sont ceci, ils sont cela. Mais pendant ce temps, ils ne voyaient pas que les Japonais apprenaient à faire des bonnes voitures. Alors voilà, un des problèmes entre le capitalisme ou l'économie néolibérale et l'économie non néolibérale dans laquelle j'introduis, même si je la connais que très superficiellement, l'économie russe, chinoise, je connais un peu mieux, évidemment japonaise, allemande, tout ça, je connais plus. Eh bien, une des différences, c'est que toute entreprise américaine ou de type economy management à l'américaine, néolibérale, se définit comme mission how to make money. Oui ou non? C'est ça. Alors, quand General Motors se définit comme mission de General Motors how to make money, Toyota et Mercedes se définissent comme mission how to make good car. Comment faire des bonnes voitures, pas comment faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent, tu fais des mauvaises voitures. C'est tout. Les plus cheap possibles et tu fais de l'argent. Alors voilà une des très grandes différences. N'importe quelle entreprise allemande, japonaise, scandinave se définit d'abord comme how to make the best of what I am making. Comment faire le meilleur de ce que je fais. Et une fois qu'il est le meilleur, il se vend tout seul. Pas besoin de publicité, pas besoin de rien du tout. Ça se vend tout seul. Parce que c'est le meilleur. Alors j'invite souvent mes étudiants et mes détracteurs et mes auditoires, qui me sortent ce genre d'arguments, de citer les meilleurs produits au monde. D'où ils viennent. Meilleure voiture. Allemande et japonaise. Allemande et japonaise. Meilleur piano. Je ne sais pas. Japonais, Yamaha. Meilleur système de son, de musique. Sony. Bang & Olufsen et Sony. Bon, meilleur bateau. Coréen. Meilleur, quoi donc? Tout ce que vous voudrez. Tous les produits possibles et imaginables, meilleurs, c'est systématiquement japonais, allemand, meilleur téléphone. Samsung. Suivi par Nokia, qui est finlandais. Bon, après je leur dis, quand vous allez au fin fond de la forêt africaine, citez-moi un produit américain, un produit canadien, un produit français que vous trouverez au fin fond de la jungle d'Amazonie du Brésil ou du Cameroun. Un. Zéro. Mais on trouve Toyota, on trouve Honda, on trouve Mercedes à tous les coins de rue. On trouve Yamaha, on trouve américain, qu'est-ce qu'on trouve? McDonald's et Coca-Cola. C'est tout. Bon, alors voilà. Si tout ça, ce n'est pas des preuves que cette économie-là, à l'américaine, ce management à l'américaine, ça ne va pas, moi je me demande qu'est-ce qu'il faut comme autre preuve. Alors bon, je continue. Je vais insister sur 5 ou 6 inventions diaboliques. Je dis bien diaboliques, qu'on a créées dans le monde. Donc la révolution industrielle, on le fera la semaine prochaine, qu'on a inventées depuis l'humanité et qui font que nous sommes dans la situation catastrophique dans laquelle on est. La première chose, c'est la monnaie. Je vais faire au fur et à mesure la démonstration que la monnaie a été une bonne chose, mais une des plus terribles choses que l'être humain a inventées. La deuxième, c'est le profit. Le profit. Deuxième pire chose que l'être humain a inventée. Parce que le profit, comme j'ai déjà démontré par ailleurs, ce n'est que de la déconstruction. Oui, à propos, là, une parenthèse, est-ce que je pourrais utiliser dans ces webinaires des PowerPoint? Oui, bien sûr. Bon, alors, au fur et à mesure, on le fera. Alors, donc, de la monnaie, le profit. Troisième chose terrible qu'on a inventée à partir du 15e, 16e siècle. Ça n'existait pas avant. Même peut-être 17e. C'est le salaire. C'est pas pour rien que Marx
insiste sur l'abolition du salariat. Et il a été récemment repris par un groupe d'économistes du MIT, du Massachusetts américain, qui disent qu'une des solutions économistes du MIT, dont un certain Martin Wiseman, W-E-T-Z-M-A-N, Martin Wiseman, The Economy of Share, l'économie de partage, et qui reviennent sur pourquoi le salariat est une catastrophe. Et on va voir comment. Le salariat a été créé après la comptabilité à partie double, c'est-à-dire à partir du 15e, 16e siècle. L'autre chose terrible qu'on a créée, c'est l'homme d'affaires, le businessman. Il n'y a rien de plus destructeur que le businessman. Quand il est laissé à faire du business comme il veut, libre. C'est-à-dire C'est-à-dire, en Allemagne, au Japon, le businessman allemand ou japonais ne fait pas ce qu'il veut comme il veut. Au Japon, toute l'économie japonaise est planifiée. Je dis bien, l'économie du Japon est une économie planifiée, comme l'économie allemande, scandinave. Bon, toute l'économie japonaise est planifiée par un super ministère qui s'appelle le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur. Il nous reste, M. Actou, 5 minutes. Avant, il faut penser à conclure. Je termine avec ça. Ce ministère englobe les 3-4 000 meilleurs cerveaux qui sortent des universités japonaises chaque année. Et c'est dans ce ministère qu'on dit à Toyota quoi faire, qu'on dit à Mitsubishi quoi faire, à Matsushita quoi faire, à Honda quoi faire. Pourquoi? Pour que leurs efforts synergiques, leurs efforts réciproques aillent dans le sens du développement du Japon. Dans un sens de complémentarité, mais pas de... Pour le Japon, pour le pays, pas pour le patron de Toyota, pas pour les actionnaires de Toyota, pas pour le patron de Honda. Adam Smith, le fondateur de la théorie capitaliste, le fondateur de la théorie néoclassique qu'on a déformée. Alors on va voir qu'on a aussi déformé et fait mentir Adam Smith. Eh bien, Adam Smith a écrit une phrase sur les businessmen que je vais vous dire là. Il a écrit ceci dans l'origine, la richesse des nations. Si vous laissez 3 businessmen faire du business sans que l'État ou qu'une institution surveille ce qu'ils font, vous avez 3 bandits qui volent le pays. Ça, c'est Adam Smith qui l'a écrit. Qui le sait? Moi, quand je demande à mes étudiants si j'en étudie Adam Smith, ils me disent oui. Vous avez des professeurs qui vous ont enseigné Adam Smith? Oui. Et cette phrase, vous la connaissez? Non. Alors, allez demander à votre professeur. Voilà. Businessman, oui, mais pas businessman free for all. Donc, si moi, si j'ai bien compris, M. Actou, donc l'entrepreneuriat, vous le concevez comme un moyen de développement réel du pays, mais c'est-à-dire que pour que nos interlocuteurs, nos lecteurs comprennent où est-ce que vous voulez en venir. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas l'entrepreneuriat qui fait de l'argent par l'argent, sans passer par le développement réel, l'équipement de la nature, le développement du pays, du pouvoir d'achat. Oui, c'est-à-dire les deux. Les deux. L'entreprise ne doit pas être conçue comme une institution qui est là juste pour enrichir juste pour générer de l'argent. Générer de l'argent, oui. Oui. Mais pas la première vocation, elle doit être, c'est le développement réel dans le sens de relever le niveau des êtres humains. Le niveau des êtres humains. Et en arrière-plan, gagner de l'argent. Mais bien sûr, mais c'est son propre intérêt. Quand l'entreprise contribue à l'éducation des citoyens, un citoyen mieux éduqué, mieux soigné, mais qui a une meilleure qualité de vie, un meilleur climat, un air de qualité à respirer, ça sera un bon ouvrier, ça sera un excellent employé. Pas besoin de théorie de la motivation. Les théories de la motivation n'existent pas en Allemagne, n'existent pas au Japon. Il n'y en a pas. Les gens sont motivés parce qu'ils sont contents. Ils sont bien soignés, bien nourris, bien logés, leurs enfants bien traités, bien scolarisés, etc., bien transportés. Ils viennent à l'entreprise, c'est d'excellents ouvriers, totalement motivés. Alors, ce que je veux dire là, c'est que l'entreprise privée génère de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais c'est générer de l'argent pourquoi et pour qui? Si j'ai généré de l'argent pour moi, patron, et les actionnaires, non. Tu génères de l'argent pour toi, pour les actionnaires, mais aussi pour le pays, pour la nature, pour l'État, pour les citoyens, pour que tout
marchent en synergie, en complémentarité. Là, d'accord. Alors c'est ça, le businessman qu'on peut souhaiter, et c'est d'ailleurs le businessman dans le sens de l'entrepreneur de Schumpeter. Joseph Schumpeter l'a écrit noir sur blanc, l'entrepreneur à l'américaine qui juste fait de l'argent pour de l'argent, qui est le financier pour faire de la finance, c'est un destructeur. Thorstein Veblen l'a écrit lui aussi, qui était le patron de la faculté d'économie de Chicago en 1940. Il a écrit dans The Theory of the Firm, la première phrase, The businessman is the predator of the society. Le businessman américain est le prédateur de la société américaine. Première phrase écrite par le recteur de l'université de la faculté d'économie de Chicago en 1940. Bon, alors voilà, le businessman à l'américaine, c'est la pire des choses qu'on a inventées. Il nous reste 2 minutes. Voilà, je finis. Et finalement, la pire des choses qu'on a inventées aussi, c'est la théorie du capital et du capitalisme libre, de libre marché, etc. C'est la pire des choses qu'on a inventées. Et on va voir que même là, on a fait mentir celui qui a inventé cette théorie, c'est-à-dire Adam Smith. On a transformé ce qu'il a dit sur le capitalisme en autre chose qui est complètement faux par rapport à ce qu'a dit Adam Smith. Donc la prochaine fois, on verra ça en commençant par la révolution industrielle et on embarquera sur Adam Smith, Inch'Allah. Je vous remercie, M. Aktouf, pour cette intervention.